C'est l'heure de la rubrique Ça se discute avec mes invités. C'est Sitonoukouen, administrateur culturel. Rebonsoir. Rebonsoir Derek, rebonsoir le plateau et rebonsoir aussi nos chers téléspectateurs. Iris Bégan, Oui, journaliste, bonsoir. bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir aux collègues déjà présents sur le plateau, bonsoir aux amis téléspectateurs déjà câblés ou télé. Et puis Julio Tomati, juriste, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous parlons d'un sujet d'intérêt général pour ce premier sujet de Ça se discute. Il s'agit du respect du code de la route. 2 morts ont été enregistrés ce mardi dans un accident de la circulation sur l'axe Étoile Rouge Saint-Jean avant le carrefour Corsi. 2 personnes à moto ont été percutées par un camion gros porteur. Le motocycliste en direction de l'Étoile Rouge roulait sur la voie bitumée et non sur la piste cyclable. Et ayant aperçu les policiers, il a voulu s'échapper en empruntant le sens interdit. Le motocycliste et celui qui l'a remorqué se sont retrouvés brusquement sous le camion. Ils sont décédés sur le champ. Les 2 corps ont été conduits à la morgue selon le site d'information 24 heures au Bénin. Ceci Tonoukouen, le non-respect du code de la route vient de coûter la vie à 2 citoyens. Malheureusement, nous venons de perdre 2 concitoyens pour le non-respect du code de la route, ce qui est une infraction grave et qui leur a coûté la vie. Et je pense que c'est le moment pour nous de sensibiliser une fois encore les usagers de la route au respect strict du code et de veiller également à une bonne courtoisie pour que la route soit vraiment un haut lieu de sécurité et de plaisir. Il ne s'agira pas de prendre la route et de se souhaiter de ne pas rentrer ou de ne pas atteindre son objectif. Non, il va falloir justement que la route soit un lieu de sécurité. Si chacun de nous, usagers de la route, nous respectons les règles qui sont prescrites et que nous n'abusons pas et que parce que je suis pressé, je ne respecte pas les feux tricolores, je brûle les feux comme on le dit de façon vulgaire et on va justement rencontrer d'autres parce que la circulation est réglementée et chacun doit pouvoir rester dans son compartiment. Lorsque vous êtes à l'arrêt, c'est que les autres de l'autre côté sont en train de passer. Donc, lorsque vous violez votre arrêt pour continuer votre chemin, vous allez rencontrer d'autres obstacles et là vous allez être auteur d'un accident, ce qui n'est pas demandé par l'autre usager. Donc vous violez la sécurité de l'autre usager aussi en choisissant de ne pas respecter le code de la route. Ça, c'est des violations flagrantes qui courent aujourd'hui dans notre ville et il va falloir que la peur du gendarme habite chacun de nous parce que avant ça se respectait justement le respect des couloirs, des pistes cyclables, mais je pense que de plus en plus, comme il n'y a plus les policiers visibles sur la voie, les motocyclistes ne respectent plus cette prescription, ils y vont et ils se faufilent entre les véhicules et autres, même avec les camions, ils en font une habitude qui ne leur donne même pas la crainte de quoi que ce soit. Donc du coup, cela vient de faire coûter la vie à 2 citoyens, c'est triste, mais il va falloir que la peur du gendarme revienne dans la cité. Et ce n'est pas parce que nous avons vu le gendarme que nous allons respecter le code de la route. Non, il va falloir que nous approprions ce code de la route et que, en bonne conscience, nous puissions le respecter et cela nous permet d'assurer la sécurité de tous les usagers à la fois. Iris. Oui, c'est une scène macabre qui a déploré. Et certainement, ce matin, lorsque ces 2 concitoyens ont pris la voie, ils ont eu à faire des programmes. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire. Ils ont connu une fin malheureuse. C'est toujours déplorable. Ce que moi j'aimerais souligner, c'est vrai, le doyen Cessi a parlé de la peur du gendarme, mais la problématique qui se pose ici, c'est la perception que nos populations ont des policiers. Parce que ici, ils ont déjà commis l'infraction. Ils se sont déjà lancés sur la voie bitumée. Et au loin, ils ont aperçu des policiers. Moi, je pense que
les policiers sont là pour veiller sur l'ordre, sur la sécurité, mais arriver à ce niveau, entre se retourner, rouler en sens interdit et se diriger vers les policiers, je pense que la solution la plus plausible, c'est se diriger vers les policiers. C'est tellement qu'ils vont les verbaliser, c'est tellement qu'ils vont arrêter la moto et ils vont payer les frais de fourrière, la moto sera convergée au commissariat et après, ils auront le temps pour pouvoir retirer leur moto. Mais la peur du policier, c'est tellement aussi parce qu'aujourd'hui, on est dans des hypothèses, ils n'ont pas de ressources peut-être pour pouvoir retirer leur moto. Mais je pense que la population doit savoir que les policiers sont là pour réguler la circulation, mais aussi pour veiller à la libre circulation des biens des personnes. Et ça, vraiment, c'est déplorable. Moi, j'aurais souhaité qu'ils poursuivent leur chemin pour pouvoir aller au niveau des policiers, une verbalisation ou une arrestation, et après, ils pourraient prendre leur moto et continuer la suite de ce périple terrestre. Julio, est-ce que vous partagez cet avis? Aller vers les policiers, ne pas forcément avoir peur de ce qui va se passer avec ces agents de l'ordre? Non, c'est bien vrai, mais le premier réflexe, c'est le respect quand même des prescriptions routières, que ce soit législatives ou réglementaires. Parce que rien n'est fait pour nous rendre difficile la vie. Ça va paraître difficile, mais c'est pour préserver notre intégrité physique, c'est pour préserver notre sécurité et celle des autres usagers de la route. Quand ces choses-là arrivent de cette façon, c'est macabre. Mais je dis, bon, en ayant une pensée pour ses concitoyens et leurs parents, je dis, peut-être il faut que cela arrive pour que nous puissions revenir en fait dans ce débat. Parce que, il faut le dire, quand vous le remarquez un peu, vous le remarquerez un peu, la CNSR avait sorti les chiffres entre-temps. Avant, quand il y avait cette cohabitation contiguë entre motocyclistes et véhicules, il y a certaines zones même qui sont même des zones dangereuses. Cette zone, par exemple, était une zone extrêmement dangereuse. Il y avait aussi dans Cotonou, la zone en face du stade de l'Amitié et du feu. Agla, à feu, Toyota, c'était aussi extrêmement dangereux. Et donc, la chose a permis, tant soit peu, de ne plus voir un certain nombre de scènes macabres où vous voyez des têtes fendues au milieu de la voie, des jambes brisées, dessus. Vraiment, à un moment donné, on a constaté que ça a reculé. Mais notre incivisme nous fait que ce n'est que la présence en fait des forces de l'ordre qui nous dissuade en fait de cet incivisme. Et il faut noter aussi, comment je vais appeler ça, cette solidarité incivique. J'appelle ça solidarité incivique des usagers de la route qui, quand l'un peut-être est dans l'infraction, les autres quand ils passent, ils disent oui, il y a policier là-bas, Ah oui. Non, il ne faudrait pas. Il faut laisser la personne aller se confronter, d'accord, aux exigences policières parce qu'elle n'y a été en infraction. Lorsque tu vois ton frère en erreur, il n'y a aucune forme de solidarité qui doit être administrée. Cette solidarité-là que j'appelle solidarité civique. C'est-à-dire on signale la présence de la police. Et vous voyez, c'est là. Et souvent les gens, quand ils s'en sortent souvent bien, ils tournent, ils passent même, ça se passe régulièrement. En sens inverse, et ils en rient même. Vous voyez, souvent ils en rient. C'est comme s'ils sont arrivés à sortir des mailles de la police. C'est comme s'ils défiant. Vous voyez des policiers arrêter des gens où ils fuient. Même presque, on a le sentiment qu'ils veulent renverser le policier. Et quand il s'en sort, il y en a qui rient de ça, qui trouvent que oui. En fait, il y a cette image-là qui entre policiers et usagers que nous devons travailler à restaurer quelque peu. La police, comme ça venait de le dire, est là pour nous inculquer en fait les bonnes manières de sécurité routière. C'est juste question de minutes, question de secondes pour nous éviter le pire et pour éviter le pire à d'autres usagers. Malheureusement, le fait est arrivé et je pense en fait les autorités vont encore prendre les mesures, si tant est que c'est la présence de la police qui nous dissuade.
ça va se reprendre parce que vous allez noter, depuis quelques semaines, moi je note par exemple Carrefour, Casse-Auto, presque tous les Casse-Auto à Toyota, tous les matins, c'est une ordre de policiers, ils sont là. Et vous voyez des gens qui rentrent dedans, c'est quand ils voient les policiers qu'ils prennent leur couloir de circulation. Si ça va se faire, bon, que ça se multiplie, mais je me demande, est-ce qu'on aurait besoin de mobiliser autant la police rien que pour la sécurité routière, alors qu'il y a plein d'autres chantiers sur lesquels ces gens-là peuvent être plus utiles si nous adoptons les bons comportements. Comme j'ai lu quelqu'un l'écrit aujourd'hui, l'indiscipline, l'incivisme peut tuer. Et donc, vraiment, prenons les bonnes habitudes. Et ceci, est-ce que nous pouvons trouver des raisons qui pourraient justifier ce changement de couloir de la part de ces motocyclistes? Parce qu'il y en a de jour en jour. Non, je pense qu'il y a un fait qui me fait réfléchir jusqu'à aujourd'hui lorsque je prends la route de Porto Novo, où malgré l'avertissement de la police pour que chaque usager, les motocyclistes notamment, puissent emprunter la piste cyclable, il y en a toujours qui se font toujours arraisonner par la police. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on a un mental de fer qui ne veut pas respecter les prescriptions routières. Et c'est ça le danger. Parce que ce soit le policier, ou en présence ou en absence du policier, le danger on est en proie contre le danger en permanence. Le risque est là en permanence lorsque vous empruntez la voie. Maintenant, comment est-ce que délibérément, vous n'empruntez pas le couloir de circulation qui vous est réservé et vous empruntez maintenant la chaussée réservée aux véhicules et c'est vous maintenant qui faites la loi avec ces véhicules-là, alors que les véhicules sont 4 roues. C'est eux qui sont bien assis et bien équilibrés. Vous êtes à 2 roues. Et vous, maintenant, vous confrontez à ce type de véhicule, à ce type d'usager. Je me pose toujours la question de savoir où se trouve la prise de conscience de ces usagers-là, une fois qu'ils prennent leur moto, quittent leur maison. Et ça, c'est beaucoup plus des parents, des chefs de famille qui quittent la maison et se donnent cette liberté de ne pas respecter les prescriptions routières et se font raisonner. La police a averti. Faites ceci, le port de ceinture de sécurité, le respect des couloirs de circulation. Et chaque fois que vous passez par la voie, vous allez voir des usagers qui sont raisonnés, qui sont en train de faire leur mea culpa pour que les policiers ne puissent pas emporter leur moto et tout. Je dis, mais comment est-ce que vous-même, vous pouvez vous donner cette liberté d'être raisonné? Et chaque fois, c'est l'habitude. Et dès que ils quittent les piquets de policiers et qu'ils ne voient pas de policiers en vue, ils sortent encore de la piste, ils reviennent sur la chaussée et ils roulent, le temps de revenir encore sur un autre carrefour, ils reprennent. Mais cette habitude-là, on fait de mal à qui? C'est ça le véritable problème et il va falloir que nous puissions sensibiliser, si tant est que c'est ce qu'il faut, pour que de façon consciente, de façon responsable, les usagers puissent respecter les consignes pour qu'ils puissent préserver la sécurité des uns des autres au lieu de continuer à mettre vraiment en péril la sûreté sur la voie. C'est une question de conscientisation, c'est une question de conscience et de responsabilité morale et sociale. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que soi-même on choisit d'aller vers la mort. En prenant votre moto, en roulant en sens interdit, vous allez vers la mort. Et c'est devenu une habitude aujourd'hui dans le pays. Et dans toutes nos villes, il y a de ces comportements de déviance et de non-respect des prescriptions de la code, des prescriptions de routières qui sévissent. Et donc, il va falloir vraiment qu'on trouve des solutions hardies, sensibiliser d'abord, que le Centre national de sécurité routière reprenne ces sensibilisations sur la voie. Et on les voyait avant se poster et vérifier l'état des véhicules, contrôler, conscientiser les gens, amener les gens également à respecter la limitation des vitesses et tout ça. Il va falloir qu'ils reprennent du poids de la bête et ramener un peu ses concitoyens à l'ordre parce que le constat est clair que avant, quand il y avait les policiers, le respect des couloirs, des pistes cyclables là, c'est respecté à la lettre et les véhicules peuvent circuler aussi normalement.
Mais depuis qu'il y a un moment où il y avait des travaux qui se sont déroulés, où on a permis aux motocyclistes d'emprunter la chaussée pour faire passer des tuyaux de canalisation, je pense que cette habitude est venue et ils ont senti comme une certaine liberté qu'ils peuvent toujours rouler sur la chaussée au lieu de reprendre tranquillement leur couloir. Donc je pense qu'il y a un effort de sensibilisation à faire à ce niveau pour corriger le tir afin que nous puissions éviter ces images macabres. Et donc, Iris, on dit que la répétition est pédagogique, mais doit-on toujours rappeler ce que le citoyen connaît déjà comme Oui, règle? on ne doit pas se lasser de sensibiliser au jour le jour. Moi, par exemple, sur le boulevard de la Marina, il y a une affiche géante qui m'a marqué, où le CNSR a mis, il était pressé, mais il n'est jamais arrivé. Donc, c'est un message qui, moi, m'a marqué. Et depuis ce jour, je sais que dès que je suis sur la voie, je dois respecter le code de la route, parce qu'il ne sert à rien de courir, de se faufiler parmi les véhicules, les voitures, et finalement connaître un accident et ne pas atteindre la destination. Donc, il faut chaque fois sensibiliser. Et aussi, il faut mettre l'accent sur la sanction. Lorsque, une fois, vous êtes chopé par la police, il faut que, c'est vrai, ils payent les frais de fourrière, et d'autres frais connaissent, je ne sais pas, mais on pense à corser ces mesures parce qu'il ne sert à rien d'arraisonner un usager, après 2 jours, 3 jours, il prend sa moto et après il reprend. Si la sanction est vraiment dure, hardie, je pense qu'ils vont prendre des décisions pour pouvoir respecter, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et le Bénin a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles, pour pouvoir opérer le développement auquel nos autorités nous appellent. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qui peut pousser un usager à ne pas emprunter la piste cyclable. Parce que la raison souvent évoquée, c'est que la piste cyclable est exiguë, on est nombreux, on ne va pas vite. Ou par endroit dégradé. Et là aussi, nous interpellons les autorités. Il faut qu'à chaque fois, l'entretien soit régulier sur nos voies. Mais aucune raison ne justifie qu'un motocycliste puisse emprunter la voie bitumée. Aucune raison. Donc il faut agir, il faut sanctionner sévèrement pour que nous puissions reprendre les bonnes valeurs et les bons comportements. Julio, pour finir avec ce premier sujet. Parlant de sensibilisation et de répression, je me dis, comme je l'ai dit tantôt, il faut éviter cette forme de solidarité incivile. Parce que quand j'ai appris les faits, ils étaient 2. Je me dis, la plupart du temps, lorsqu'il y a un, peut-être qui ne voit pas bien, le second doit le rappeler à l'autre. C'est ce que doit se faire. Et moi, je l'ai souvent recommandé aux gens, lorsque vous prenez par exemple Zoom, et qui conduit mal ou qui se comporte mal, demandez, ramenez-le à l'ordre ou à défaut, demandez à descendre. Vous ne pouvez pas accepter qu'un Zim vous remorque et qui ne respecte pas son couloir de circulation. Il n'est pas en sécurité et il vous met, vous aussi, en danger. Donc, sensibilisons-nous, même en famille. Cette sensibilisation n'est pas que de la responsabilité de la police, c'est de la responsabilité de tout le monde. Sensibilisons-nous, même en tant qu'usagers de la route, les uns et les autres, on peut le faire. L'autre chose, je l'ai noté, quand nous parlons de répression, je l'ai noté dans les habitudes de la police, qui ces derniers jours même a fait quelques effets sur les réseaux sociaux. Lorsque la police a raison, je me suis dit, ils le font exprès. Lorsqu'il a raison, lorsque vous allez payer, par exemple, les frais de fourrière, l'individu se dit, j'ai de l'argent, j'ai ce qu'il faut, il veut payer rapidement pour aller reprendre sa moto. Vous allez comprendre que la police exprès, d'accord, tarde à libérer, en fait. En fait, c'est pour quelque peu vous faire sentir plus le remords, en fait, mais plus de gêne dans ce que vous avez commis comme infraction. Mais ces derniers jours, il a circulé beaucoup que pourquoi, quand bien mais les gens paient, la police dit de revenir demain ou après-demain. Je pense que, puisque c'est la question de sécurité routière, c'est du domaine des règlements, on n'a pas besoin forcément d'une loi, d'accord? Donc, même pas de cette décision, ça peut aller très vite. Mettre les mesures claires pour tout usager. Lorsqu'on a raison de votre moto, au-delà
du paiement des frais, de la contravention, des frais, il y a des frais de fourrière, ça peut prendre même encore un certain nombre de temps pour que l'individu se rende véritablement compte. Parce qu'on peut se dire, celui-là constitue un danger pour la route, et donc il faut l'en écarter un peu, ou bien du moins, il faut en écarter un peu l'engin qui lui sert à s'écarter du droit chemin. Donc, je pense que ça doit être aussi, en fait, des pistes de trucs là. Lorsqu'on arrête votre moto et que ça passe une semaine avant que vous ne le repreniez, vraiment, ça doit vous faire réfléchir. Et ça, c'était passé lors à l'avènement, de cette mesure de port de casque. Pour la plupart, lorsqu'on vous prend en groupe comme ça, c'est généralement une semaine. On vous fait faire des navettes, les gens s'en plaignent, mais véritablement, ça a permis à beaucoup de dire « Ah, ça, je ne veux plus jamais à le vivre. » Donc, comme nous avons l'habitude de dire ici, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Donc, nous espérons que de part et d'autre, aussi bien en termes de sensibilisation que de répression, l'essentiel sera fait pour que sur les routes, nous soyons mieux sécurisés. Et donc, nous en appelons à la prise de conscience de tous les citoyens qui nous suivent. Ce soir, le second sujet est bien sûr le centre de traitement épidémiologique d'Alada, principal établissement de prise en charge des malades de la COVID-19, est désormais fermé. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hombouji, au cours de la conférence de presse avec les professionnels des médias le vendredi dernier. À en croire les explications du porte-parole du gouvernement, l'exécutif a souhaité ne plus rouvrir cet établissement sanitaire compte tenu de la réduction des cas graves liés au coronavirus. Comment avez-vous apprécié cette nouvelle lorsque vous l'avez entendue, Iris? C'est un sentiment de satisfaction parce que nous savons que nous avons des autorités qui sont responsables et certainement qui ont des chiffres qui montrent que le taux de contamination au Covid, ce taux est en train de chuter. Et le porte-parole nous a dit que le taux de vaccination est passé de 30% à 40% au niveau national. Et aujourd'hui, la vaccination est la seule bouée d'oxygène pour nous aujourd'hui, pour nous sauver de cette pandémie. Donc je pense que c'est une décision juste et salutaire, mais on ne doit pas baisser la garde. Parce que même en Europe, le taux de contamination, il y a des gens qui sont toujours contaminés. Et nous devons encore respecter les gestes barrières. Nous devons redoubler d'efforts par rapport aux mesures que le gouvernement a prescrites. C'est vrai que le mercredi 6 mars 2022, le Conseil des ministres a levé certaines restrictions parlant des regroupements culturels, sportifs. Mais aujourd'hui, les Béninois savent plus que jamais que cette maladie existe. Beaucoup se sont fait vacciner. Il y a encore des poches de résistance. Nous appelons nos concitoyens, ceux qui nous suivent, qui ne se sont pas encore fait vacciner, de le faire. Parce que ça ne sauve pas. Mais une fois qu'on contracte cette maladie, on ne connaît pas la forme sévère. Donc je pense que cette décision est la bienvenue et sûrement que des mesures sont prises au niveau des autres, au niveau des hôpitaux de référence pour qu'on puisse prendre en charge les nouveaux cas qui vont se déclarer. Donc fermer ce centre, cela voudra dire que le taux de contamination a chuté et nous devons prendre des dispositions pour que le gouvernement ne soit pas appelé à rouvrir cet établissement sanitaire. Oui, une entreprise ou un commerce qui n'a plus de clients est amené à fermer. Ici, dans ce cas, c'est bien malheureux, mais ici, c'est bien heureux qu'un centre de santé, né dans ces conditions, spécialisé pour ce que nous savons, soit fermé. Comme le disait Eric, ça c'est la preuve que, le taux de contamination a régressé, notamment en ce qui concerne les cas graves. Je voudrais me renvoyer un peu vers le passé pour, nous appeler à davantage de prise de conscience. Moi, je n'ai pas envie de revivre cette époque où je ne pourrais plus
aller librement à mes cours, que je sois obligé de me contenir dans des bavettes, que mon parent malade, je ne puisse pas l'approcher, que je ne puisse pas faire de la colloque, que je ne peux pas aller à une fête, que je ne puisse pas aller me prélasser à la plage avec les enfants et tout, que véritablement, en fait, je me sens limité dans l'exercice de mes barrières ou en tant que personne. On se rappelle très bien, vous ne pouvez plus être dans votre véhicule à partir d'un certain nombre. C'est extrêmement difficile. Si on se rappelle un peu, on doit se rendre compte qu'il est toujours utile en fait de continuer à prendre le minimum de précautions pour que véritablement ce mal ou des maux de ce type ne reviennent pas. La question de vaccination, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus maintenant qu'il faut sensibiliser parce que, en fait, la phobie et tout ce qu'il y a eu autour de ça est passé. Nous qui nous étions vaccinés, on n'en est pas encore morts. On n'a eu aucun effet secondaire. J'en suis une preuve, de certaine façon. Donc, c'est bien sûr le moment, en fait, de reprendre encore la sensibilisation. Parce qu'il paraît que, en fait, au-delà de Covid, ça peut nous préserver de bien d'autres choses. En fait, il y a une certaine immunité. Ce n'est pas total d'une certaine façon, mais c'est toujours, comment dire, bien de prendre les mesures préventives pour parer à toute éventualité. Sous d'autres cieux, ils en sont encore. Parce que, en fait, je le dis parce que on n'entend plus parler de la crise de vaccination, alors qu'elle reste toujours d'actualité. Je suggère que nous revenions suffisamment sur ça, parce que en ce qui concerne les gestes barrières, on n'en parle plus du tout. Toutes les mesures de restriction sont levées. Donc, la seule chose qu'il y a lieu de faire maintenant, sur laquelle il faut véritablement communiquer, c'est la question de vaccination, parce que, dira-t-on, on ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais. Le nombre de cas de contamination au Bénin à ce jour est de 27 316 et le nombre de décès, 163. C'est si au coin. Nous constatons l'apparition d'autres variants dans le monde, mais le Bénin décide déjà de fermer. Oui, le Bénin décide de fermer. Il y a des variantes et il y en aura toujours. Et je peux dire qu'aujourd'hui, le corps médical a une certaine maîtrise de ce mal et connaît aujourd'hui quelles sont les mesures de riposte pour pouvoir arriver à terme de ce virus. Deuxième élément, c'est qu'il y a également beaucoup d'équipements qui sont arrivés et qui ont permis au corps médical de faire une bonne prise en charge des cas graves que nous avions connus dans le pays. Et troisième élément, c'est que nous sommes à une phase où, lorsque le gouvernement constate que, avec le taux de vaccination que nous avons, on peut restreindre les mesures pour permettre aux populations de vaquer, et que, au niveau mondial, avec l'OMS, la pandémie est déclarée comme une maladie normale avec laquelle on peut vivre. Donc, à partir de ce moment-là, et que tous les éléments indiquent qu'on peut vivre avec et que la maîtrise existe et que les autres centres de santé ont pris le relais de la prise en charge de cette maladie, et il est normal qu'on puisse fermer le centre et redéployer les personnels sur d'autres espaces pour s'occuper des malades dans ce cas. Ça, c'est l'aspect général, mais je pense que individuellement, nous devrions justement prendre à cœur la question de vaccination, parce que lorsque ça se développe dans d'autres pays avec des variants et que vous vous obstinez à ne pas vous vacciner et que vous vous mettez en contact avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs ou que même vous avez eu l'opportunité de voyager dans d'autres contrées, vous devenez encore un sujet fragile. Donc, il va falloir que les populations, ceux qui ne se sont pas encore vaccinés ou ceux qui ont pris une dose et qui refusent de prendre une deuxième dose, puissent aller à terme du processus pour avoir les doses complètes des vaccins qu'ils ont choisis. Et ceux qui n'ont pas encore, ils puissent forcément aller pour pouvoir se faire vacciner pour que l'auto-immunisation soit une réalité avec toute la population et que les cas de contamination se réduisent dans notre pays. Voilà ce qu'on peut dire sur cet aspect de la question et sensibiliser davantage la population à aller se faire vacciner. Iris. Oui, la vaccination, c'est la seule voie de sortie
Nous sommes en milieu suréquatorial à Cotonou et bientôt nous allons rentrer dans la saison pluvieuse de septembre-octobre et nous savons qu'avec la fraîcheur, ce virus tend à se propager rapidement. Plus que jamais, on va cesser jamais de le dire, plus que jamais, la vaccination est d'actualité. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans les périodes de vacances, je vois des concerts qui se déroulent à la plage, dans les espaces publics. On ne respecte plus les gestes barrières au niveau... Ça nous a trop manqué. Ça nous a trop manqué, effectivement. Comment dire, le 1er août, les festivités du 1er août, c'est justement les accords de Covid. Oui, mais au niveau des festivités du 1er août, on n'a pas senti au niveau des officiels qu'ils étaient trop rapprochés l'un de l'autre. Mais ici, je parle des manifestations à grand public. C'est vrai au niveau des églises, pour les bavettes, certains le portent toujours, mais d'autres ne... Voilà. Mais l'un mis dans l'autre, nous devons savoir... Ce sont les plus conservateurs qui continuent de porter. Oui, comme nous d'ailleurs. Non, il y a des gens qui ont des affections où leur système immunitaire ne résiste pas toujours à ces virus et ils prennent des dispositions. Donc, nous appelons tout le monde à se faire vacciner, à respecter les gestes barrières pour que nous boostons hors de notre territoire national ce virus qui n'a trop duré. Et vraiment, Julio, vous allez nous dire comment est-ce que personnellement, vous, en dehors de la vaccination, vous essayez de renforcer votre système immunitaire parce que ça constitue aussi un moyen de préserver le mal. Je ne sais pas et je n'en suis pas informé, on ne m'a pas sensibilisé à cela, donc comme la majorité des concitoyens, je n'en sais rien. Ça veut dire que donc il y a encore une nécessité de sensibilisation, d'éducation, d'accord, aux habitudes en termes de renforcement, du système. Je ne sais pas, il faut être honnête. Mais il y a ceci peut-être qui essaient de renforcer. Le vaccin que j'ai fait, plus rien d'autre. Bon, je pense qu'à ce niveau, il faut se donner une certaine hygiène de santé pour renforcer son immunité. Il va falloir également faire des exercices physiques. Il faut qu'au niveau de notre alimentation, il faut éliminer tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré et tout ce qui est, comment je vais dire, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, et adopter justement un régime beaucoup plus riche en fruits et légumes et savoir manger léger les soirs pour ne pas alourdir le corps. Il y a le sel aussi. Et le sel, voilà, il faut éviter le sel parce que le sel, à lui seul, est mauvais pour nos veines. Parce que lorsque nous en consommons beaucoup, ça raidit les veines au niveau de l'organisme. Et lorsque la tension artérielle monte, facilement ces veines-là s'éclatent. Donc ça perd leur élasticité et ça ne contient plus le sang lorsque la tension augmente. Donc cette rumeur qui a couru pour dire que c'est l'alcool qui renforce le système immunitaire contre la Covid est fausse. Évidemment, il faut réduire justement le taux d'alcool parce que l'alcool ne fait pas bon ménage avec un corps sain. C'est vrai que nos aliments sécrètent de l'alcool, mais en rajouter, ce n'est pas du tout... il faut rester dans une juste mesure, ça c'est ce qui est conseillé. Et donc, du coup, lorsque nous prenons ce type d'alimentation, nous renforçons notre immunité et il faut beaucoup plus prendre les éléments riches en acide, en fer et puis les oligo-éléments. Donc, lorsque nous avons ces éléments-là, nous renforçons notre immunité, donc que ce soit des éléments riches en vitamine C, en vitamine D, ce sont autant d'éléments qui nous permettent d'être
En pleine forme. et de ne pas nous laisser abattre lorsque le virus atteint notre organisme. Et donc, je rappelle que tout cela, c'est à compléter à la vaccination. Absolument, absolument. Ça, il faut pas, il faut tout mixer. Il faut pas laisser la vaccination pour dire que je renforce mon immunité. Non, il faut aller sur tous ces chantiers pour être vraiment en forme. Julio voulait rajouter quelque chose. Oui, je riais seulement quand Ceci citait comme un bon diététicien, léger les soirs et tout. Je dirais que pour choisir son alimentation, il faut en avoir suffisance. Pour choisir son alimentation, il faut vraiment il faut en avoir suffisance. Et bon, je ne veux pas rentrer dans le fond, donc pour dire que franchement, ce sera un peu difficile. Dans le contexte dans lequel nous sommes, je me demande quoi il est léger, moi je vais prendre tout, aller me coucher. Oui, c'est ce qui est conseillé. Et donc je me dis, est-ce qu'il n'y est pas possible de trouver en tenant compte de notre contexte, de trouver, des choses qui soient capables de nous renforcer. Par exemple, il y a de nos tisanes là. Au temps fort du Covid, il y a de ces effusions, il y a de ces recettes, de ces effusions. Je ne parle pas de la question d'alcool et autres, de notre éternel soleil, non. Il y a de ces effusions, de ces composants qui, véritablement, à un moment donné, sur beaucoup, ont eu quand même un certain nombre d'effets. Donc, peut-être il faut aussi ajouter cela. Sinon, véritablement, la question d'alimentation, ça peut être compliqué. D'accord, c'est le troisième sujet qui démarre déjà comme ça. Le gouvernement a lancé le recrutement et la formation de 700 professionnels en cours d'emploi en tourisme, hôtellerie et restauration. Ce projet s'inscrit dans le cadre du contrat d'assistance technique pour le développement d'un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie, restauration au Bénin et le renforcement de capacité de 700 professionnels. L'initiative est à encourager, Iris. Oui, forcément, c'est à encourager. Et avec les nombreux investissements qui sont faits aujourd'hui dans notre pays, avec les nombreux attraits touristiques qui existent aujourd'hui, il faut forcément des hommes. Il faut forcément un personnel qualifié qui puisse relater, expliquer au niveau de chaque pôle l'histoire. Et aujourd'hui, le Bénin, qu'on le veuille ou pas, est une destination touristique qui sera prisée. Nous avons chez nous Gambier qui est considéré par l'UNESCO comme la Venise d'Afrique. Yeah. Et lorsque ces touristes de par le monde viendront ici, qui quitteront Paris, Washington, Beijing, Tokyo, lorsqu'ils seront ici, lorsqu'ils ne seront pas satisfaits de l'accueil, lorsqu'ils ne seront pas satisfaits de la bouffe qui sera servie, lorsqu'ils ne seront pas satisfaits du personnel tout au long du circuit touristique, ils ne reviendront plus. Donc on ne peut pas faire autant d'investissements pour ne pas recruter un personnel qualifié pour pérenniser les acquis. Quand je prends la route des pêches a une histoire. La route des pêches a une histoire. Quand vous prenez Ouida, la route de l'esclave a été un centre névralgique pour la traite transatlantique qui est le commerce des Noirs, vendu comme esclaves aux négriers européens. Quand nous prenons le royaume d'Abomey, ça a été l'un des centres témoins de la résistance africaine contre les envahisseurs, contre les Européens. Bioguera, qui est érigé au niveau de l'entrée de l'aéroport, l'esplanade des Amazones, tout ça mis ensemble, il faut forcément recruter, former des gens pour pérenniser l'investissement. Je pense que c'est une décision salutaire pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. N'oublions pas, le tourisme est une devise qui apporte beaucoup à l'économie d'un pays. Julio. Pour ceux, je ne sais pas du domaine, mais pour ceux dont j'ai entendu parler, il paraît que, à une forte proportion, les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, à part quelques structures qui, ces 10 dernières années, ont pas fait quelque chose, c'est un peu de l'amateurisme, de valet de chambre, passant par cuisine, maître d'hôtel,
on s'y met comme ça, après l'habitude prend, et ceux qui sont les plus sérieux vont faire en fait après des formations, comment dire, de renforcement de capacité d'une certaine façon. Aujourd'hui, cela rentre, on dit, dans un programme global accompagné par la Banque mondiale. Et moi, bon, c'est dans mon subconscient, quand la Banque mondiale se met en fait au pas par rapport à une initiative comme ça veut dire véritablement que le besoin y est et il y a le sérieux, et c'est dans une vision beaucoup plus prospective. Il paraît que pour beaucoup en fait de postes de responsabilité en matière d'hôtellerie et de tourisme, on ne trouve pas toujours les compétences d'une certaine façon, et il est obligé de faire appel à des compétences extérieures. Si ce programme se poursuit très bien, je pense que d'ici 3 à 5 ans, nous aurons résorbé complètement cette âge de la chose, et il y aura même presque un standard au niveau de tous les hôtels. Et ça va permettre aussi, en fait, dans le traitement, en fait, pour les métiers de l'hôtellerie, c'est ce que j'entends parler, d'avoir un standard, c'est-à-dire le domaine est bien professionnalisé. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir, en fait, comment dire, des salaires même en deçà de SMIC, parce que dans ce même Bénin, dans ce Cotonou, ça se passe. Donc, il y aura en fait une professionnalisation des standards en fait, sur lesquels les uns et les autres pourront s'arrimer. Cela, comment dire, anoblit notre image, parce que, en fait, qui dit généralement hôtel, c'est vrai, il y a les nationaux, mais pour la plus grande part, en fait, c'est ceux qui sont en transit, c'est les films, ce sont ceux qui sont en tourisme, pour les affaires, ainsi de suite. Et donc, il faut, au-delà de l'image qu'offre aujourd'hui le Bénin, quand nous venons, il faut si les expatriés doivent loger quelque part, il faut véritablement qu'ils retrouvent les mêmes choses aux standards qu'ils ont l'habitude de vivre un peu partout. Donc, je pense que cela participe à renforcer toute l'existence qui est en train d'être fait pour offrir en fait des ressources humaines de qualité dans ce secteur très important aujourd'hui qu'est l'hôtellerie et le tourisme. Ceci. Oui, je pense que le gouvernement, avec ce programme, est en train d'agir et mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'arsenal de valorisation du tourisme soit une réalité. Nous avons vu les équipements, nous avons vu les infrastructures, donc aujourd'hui il faut renforcer la capacité des ressources humaines pour que cela puisse apporter la plus-value à tout visiteur. Et vous n'êtes pas sans savoir que le tableau tel que Julio l'a peint tout à l'heure ne laisse pas justement un secteur reluisant par rapport à la gestion des ressources humaines. Donc, conscient de cela, le gouvernement a mis en place ce programme pour que on dispose d'abord d'un catalogue pour la formation continue et ensuite renforcer 700 agents qui sont déjà en emploi, salariés ou qui sont indépendants ou qui sont en chômage. Et ceux-là, on va les renforcer avec les notions d'hygiène, de sécurité alimentaire, et les techniques d'accueil, les techniques de promotion de circuits touristiques, et donc tout ce qui permettra au Bénin de capter les touristes et de les maintenir avec tout ce qu'il y a comme attraction. Il y a également une formation qui leur est réservée par rapport à l'histoire, puisqu'ils sont les premiers à être en contact avec les touristes, et on les forme en histoire, on les forme dans le patrimoine, on les forme à la maîtrise de la culture béninoise pour qu'ils deviennent des ambassadeurs pour mieux vendre en premier justement les richesses patrimoniales et touristiques de notre pays, avant que les professionnels du secteur ne puissent prendre le relais lors des circuits qui sont organisés dans ce sens. C'est-à-dire que tout se met en place pour que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et à l'horizon de 10, 20 ans, le Bénin puisse être vraiment une cité touristique et qui, quand on parle du Bénin, on puisse dire c'est le tourisme et que nous avons déjà une identité touristique qui est la statue de l'Amazone et qui est fortement implantée et qui fait déjà le tour des tours opérateurs, et rien qu'à cause de ça, il y a déjà des visiteurs qui arrivent quand bien même les travaux ne sont pas finis. Et donc, c'est-à-dire que l'effet d'annonce du Bénin est en train de porter ses fruits à ce niveau-là pour que
la plus-value au niveau touristique soit une réalité. L'autre chose, la destination pour venir à Cotonou, le touriste n'a plus le choix unique de Air France. Donc, avec l'accord que le Bénin a signé avec la compagnie Corsair, et donc il y a également une possibilité de choix des prix et des saisons. Avant, ce n'est qu'uniquement le tarif imposé par Air France qui amène le tourisme à ici. Mais si le touriste n'a pas un budget comme ça et qu'il ne peut pas prendre Air France, ça veut dire que s'il tient vraiment à la destination, il trouve d'autres moyens pour passer par d'autres capitales avant de venir, ou alors il abandonne. Mais aujourd'hui, avec ce contrat, il peut choisir entre Air France ou Corsair. Voilà idéalement autant d'éléments qui permettront de renforcer les acquis que nous avons aujourd'hui en termes de valorisation du patrimoine et de la promotion touristique dans notre pays. Il faut noter également que la formation est entièrement gratuite et prise en charge par les partenaires que sont la Banque mondiale en accord avec l'Agence nationale du patrimoine et du tourisme et le ministère de la Culture. Et l'inscription va se faire uniquement en ligne pour que ceux-là puissent savoir comment y faire. Donc, c'est clair que tout est mis ensemble pour que le Bénin puisse rayonner davantage et mieux vendre ses attraits touristiques de par le monde. Iris, donc le Bénin révélé à travers la culture est en bonne marche, on peut le dire ainsi. C'est en bonne marche. Et nous avions parlé des touristes qui viendront de l'extérieur, mais il faut dire qu'il y a des touristes locaux. Parmi nous, les Béninois, il y a des gens qui ne sont jamais allés à Bomé, des Béninois qui ne sont jamais allés à Ouida, Parakou, Nati Tengu. Donc c'est important. Vous savez, la Chine, on parle souvent de la Chine, qui a une démographie, une des plus grandes démographies au monde, 1 milliard de 300 millions d'habitants. J'ai suivi des statistiques où 400 millions, j'étais venu sur place à Beijing, où lorsqu'on voulait visiter des musées à Beijing, il y a fait des touristes chinois. Ça fait environ l'année 400 millions de Chinois qui ont envie de visiter les attraits touristiques de leur pays. Franchement, c'est énorme. Donc, et même ça s'est transposé ici au Bénin. Lorsqu'on avait acheminé les trésors royaux à la présidence, je me suis dit, est-ce que le Béninois a cette culture de visiter les œuvres d'art? Mais je vous assure tout, c'était des rangs interminables, des billets qui sont envoyés, et le porte-parole a dit des statistiques, près de 20 à 30 000 Béninois qui ont visité ces trésors royaux. Je pense que même au niveau de la population béninoise qui avoisine les 12 millions, il y a des potentiels touristes. Et le champ est fertile. Le champ est fertile. Et nous avions plusieurs étudiants qui sortent de nos universités privées et publiques. Et quand tu les vois, oui, j'ai la licence, j'ai le master en restauration, tourisme. Et on les voit dans les cafés. Dans des structures qui ne cadrent pas forcément avec leur formation. Avec ça, cette courbe sera résorbée et le Bénin sera un pôle d'attraction touristique. Julio, 54 guides touristiques par le passé, aujourd'hui 700 professionnels hôtellerie, restauration, tourisme. La lutte contre le chômage est en bonne marche. Oui, et justement, la lutte contre le chômage et le sous-emploi, et moi j'ai envie de changer de métier. J'ai envie de saisir rapidement cette opportunité pour changer de métier, parce que c'était déjà en fait un métier plaisant, mais ça devient véritablement aujourd'hui un métier valorisant d'une certaine façon. Donc il faut dire félicitations à ceux qui au quotidien pensent en fait de ces choses pour contribuer à l'amélioration des différents pôles, aussi bien économique que social de notre pays. Donc, bravo au gouvernement, bravo à la Banque mondiale, et nous pensons que cette initiative ira à bon port et les retombées seront, visibles dans quelques moments. Merci à vous, chers invités. Il y a Ceci qui veut rajouter quelque chose avant. Non, je voulais juste dire à Julio qu'il peut bien changer de métier tout en restant dans son métier, en choisissant la spécialité d'être un juriste du patrimoine, ou pour régler justement des questions. Une bonne orientation. Voilà. De ces cas, on n'en a pas. Donc, pour régler les différends en termes de transfert illicite des biens patrimoniaux,
patrimoniaux, il faut forcément des spécialistes de la loi dans ce sens-là pour pouvoir régler les différends. Donc, il peut bien sûr changer de métier tout en restant dans son métier. Ah, donc, ceci, sur ce plateau, en tant que chef ou consultant en orientation, peut-être qu'il me dirait aussi de me réorienter. Ceci, est-ce que... Et donc, c'est ainsi que s'achève, ça se discute de ce mardi. Merci de nous avoir suivis.